Donc voilà. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous ici rencontrer. Et avant de passer au sujet de l'actualité, permettez-moi de vous présenter une petite vidéo. Taxi, please. Bonjour, je m'appelle Gamanas Leleka, je suis élève officier de la 12e année de l'Académie militaire. Qu'est-ce que signifie pour vous un enseignant de française? Un enseignant de française est une personne qui ouvre la porte à une nouvelle culture. Une capacité à communiquer avec les gens derrière cette porte. Est-ce que vous seriez d'accord de remplacer votre enseignant de français pour une journée? Non, car je n'ai pas de compétences d'enseignante. Qu'est-ce que vous voudrez souhaiter à votre enseignant de fleurs? Beaucoup de patience et d'enthousiasme. Voilà. Donc, c'était ma vidéo que j'ai tournée avec mes apprenants de l'Académie militaire où j'enseigne le français. Donc, je travaille à l'Université de Vilnius où j'enseigne le FLE aux étudiants qui veulent devenir professionnels de la langue française. Mais je travaille aussi avec les élèves officiers à l'Académie militaire. Et avant ce travail, je ne me suis pas posé la question pourquoi il fallait apprendre la langue française. Parce que pour moi, c'était comment, bien logique et bien évident. Mais je ne sais pas si vous avez pu sentir, si vous avez vu que euh, 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 ces, ces étudiants qui étudient le français d'une manière non obligatoire parce que ils apprennent le français dans un format presque informel. Ils ne sont pas obligés d'apprendre le français. Ça, c'est une des options proposées à ces étudiants. Donc, ils ont plusieurs options. Attendez, je vais maintenant allumer. Slideshow, voilà. J'espère que oui, voilà. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup d'élèves ne sont pas du tout motivés. Au début, peut-être, ils s'intéressent à la langue française, mais au fur et à mesure, ils perdent cet intérêt tout d'abord et aussi cette motivation. Donc, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à cette question de la motivation. Comment il faut les motiver et qu'est-ce qui les motive? Donc, ici, devant vous, vous pouvez voir les trois mousquetaires. Donc, nous sommes un peu comme des mousquetaires qui portent ce drapeau de la langue française, qui veulent un peu combattre cet ennemi qui s'appelle l'ennui, puis le manque d'énergie, une
une indifférence, etc., etc. Et maintenant, je vous propose de regarder une autre vidéo dans laquelle vous pouvez sentir, j'espère, un autre sentiment que celui de tout à l'heure, d'une personne qui n'était pas trop intéressée, à qui j'ai demandé de parler devant la caméra, mais ici, vous allez voir une autre émotion. Un professeur de français est un homme qui essaie de m'apprendre le français. Je ne pense pas que je serais d'accord pour remplacer un professeur car je parle mal le français et je pense que je serais un mauvais professeur de français. Je souhaite en enseignant beaucoup de bonheur et de patience. Je souhaite aussi des étudiants francophones, obéissants et parlant couramment. Cher professeur, nous voudrions vous féliciter à l'occasion de la fête des professeurs de français. Bonjour, nous sommes élèves de 8e classe au collège Emina de Vilnius. Notre professeur de français est Regina Sutkiene. Nous pensons que le professeur de français est une personne qui a de comprendre et d'aimer le français. Ça sera très intéressant d'être professeur pour une leçon et donner des connaissances aux élèves. Nous espérons que vous serez en pleine forme et que vous allez bien mener. Nous vous souhaitons beaucoup de sourire. Voilà, donc j'ai arrêté cette petite vidéo dans laquelle vous avez pu, j'espère, sentir, voir que les sentiments des apprenants qui apprennent le français au même niveau, parce que ce sont les débutants. Quelqu'un a allumé, il me semble, son micro, donc une petite demande, si vous ne parlez pas, éteignez vos micros, s'il vous plaît. Merci. Donc, vous avez pu voir que la différence est bien évidente, que dans le premier cas, c'était un apprenant qui était contraigné de parler devant la caméra, quelque chose, mais dans la deuxième vidéo, vous avez vu qu'ils étaient très enthousiastes et très motivés. Et, moi, je m'adresse maintenant à vous. Je voudrais écouter et entendre ce que signifie pour vous d'être un ou une professeur de français langue étrangère. Et je vous invite à participer à cette 40 à ces 40 minutes à la française parce que ce n'est pas une conférence, ce n'est pas un cours, c'est une possibilité de communiquer, de nous connaître mieux. Attendez, je fais quand même comme pendant le cours. Donc, c'est Sigita qui est la première dans ma liste. Sigita, qu'est-ce que pour vous signifie d'être une professeure de FLE? Bon, Sigita ne répond pas. Et Nering, peut-être vous pourriez répondre à cette question? Oui, bonjour à tous. Alors, pour moi, d'être professeur de FLE, cela signifie tout d'abord aimer tout ce que je fais et partager tout cela avec mes élèves. D'accord, Loretta, et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi aussi, j'aime bien mon travail. J'aime mes élèves et je veux partager mes connaissances avec eux. Voilà, mes connaissances de français avec eux. Voilà.
Bien, merci Loretta. Peut-être encore une idée, une opinion de Wingaile? Non, Wingaile ne veut pas parler. Elvira, peut-être vous? Vous avez quelque chose à dire, à ajouter? Pour moi, c'est le rêve de mon enfance. Depuis la quatrième classe, je rêvais d'être prof de français. Et aujourd'hui, c'est le travail et le plaisir. Les deux. D'accord. Et qui est Bien. le meilleur? Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'adore ma profession et mon travail. Mais il ne faut pas oublier que on travaille avec tout d'abord les étudiants, les élèves, les apprenants bien différents, comme vous avez pu voir tout à l'heure. Mais tout le monde, on organise le travail de la même manière en s'appuyant sur les trois étapes. C'est la connaissance ou l'apprentissage cognitif, associatif et autonome. Ce sont les connaissances déclaratives et cognitives sur lesquelles nous comptons pour nous rappeler les faits, des définitions de mots et des règles de grammaire. Puis, un deuxième pas, c'est un apprentissage associatif. On compare, on réfléchit, on analyse. Et finalement, on fait des conclusions. Ça, c'est le troisième pas. C'est le pas final. Dans cette étape, on utilise les connaissances procédurales et associatives. Et l'apprenant, il assiste à toutes ces trois étapes de l'apprentissage. En 2002, l'Union européenne a élaboré le mémorandum sur l'éducation et la formation tout au long de la vie, ce qui a engagé les États membres de l'Union européenne non seulement à décréter des conditions favorables pour l'apprentissage tout au long de la vie, mais aussi de motiver plus leurs apprenants. Parce que la réussite du processus éducatif dépend non seulement de l'environnement qu'on crée, mais aussi des enseignants qui motivent. Ça signifie que on essaie, si vous voulez, on doit être dynamique, chaleureux, enthousiaste et bien sûr créatif en utilisant des outils et des méthodes assez variées, actifs, modernes et avec beaucoup de potentiel pour stimuler la motivation des apprenants qui manquent parfois d'énergie, qui n'a pas beaucoup d'idées ou qui gardent ses distances avec le professeur. Il y a quelqu'un qui vient. Un petit peu. Oui. Attendez. Ça cloche. Je ne sais pas pourquoi. Bon, attendez. Je vais arrêter. Je vais revenir. D'accord? Donc, il y a un message. D'accord. Bon, si vous ne voulez pas parler, c'est pas grave. Mais ce qui est le plus important, que vous y participez et peut-être la prochaine fois, vous aurez envie de parler, de communiquer, de participer activement à nos 40 minutes à la française. Bon, je suis sorti de ma présentation, mais je vais y revenir. Attendez, voilà, c'est ça. J'y reviens. Voilà. Donc,
tout cela se base sur la taxonomie de Benjamin Bloom, élaborée déjà dans le siècle passé, dans les années 80. Et l'apprentissage, selon Benjamin Bloom, consiste à distinguer 6 niveaux d'ordre croissant, en commençant par la mémorisation, puis en passant par la compréhension, l'application, l'analyse, l'évaluation et la création. C'est-à-dire, dans cette pyramide, on voit ces 3 étapes. Les premières consistent à l'apprentissage cognitif, parce qu'on essaie de comprendre. Ensuite, d'appliquer, d'analyser, on essaie de comparer, de faire d'associations et finalement, on essaie de produire quelque chose. Comme tout à l'heure, quelqu'un n'a pas voulu parler, il essaie de comprendre. Après, la personne va comparer et finalement, peut-être un jour, elle va discuter, elle va parler. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur l'historique des méthodes. Les méthodes et techniques d'enseignement actuelles en France sont apparues déjà au XIXe siècle, notamment après la réforme de 1890. Comme des exemples, c'était la méthode orale, la lecture, l'explication de texte ou encore la composition écrite qui s'appuyait uniquement sur les particularités personnelles des apprenants, ce qui était lié uniquement à leur capacité cognitive. Donc, même on n'a pas dépassé ce premier pas. Les apprenants n'étaient pas invités à réfléchir plus profondément. La première demande, c'était de mémoriser ce qu'on expliquait. Dans une démarche ancienne, celle de grammaire-traduction, on expliquait une règle de grammaire et on demandait à l'apprenant de l'apprendre par cœur. Ensuite, on faisait des exercices et on vérifiait si cette règle avait été bien comprise. Cela fonctionnait pour des exercices structurés, puisque l'apprenant transmettait ses connaissances acquises sans garantir pourtant le même résultat dans une situation communicative. Les capacités de mémorisation, de compréhension et d'application étaient très sollicitées. Dans la méthode de grammaire-traduction, alors que les niveaux supérieurs, comme l'analyse, la synthèse et la création, c'est-à-dire l'expression verbale, y ont été délaissés. Les méthodes qui se focalisent sur les approches communicatives et actionnelles qu'on emploie fréquemment, massivement aujourd'hui, font souvent appel à la capacité d'une analyse active dès le début de l'apprentissage, puisque la réflexion personnelle est un facteur d'acquisition majeur dans la vie. On apprend mieux et plus profondément si on compare, réfléchit et observe des phénomènes linguistiques, ce qui nous amène à la synthèse et à la création. Et les méthodes classiques, surtout la leçon, sont farouchement critiquées aujourd'hui par les analystes, par les didacticiens des méthodes modernes. Ça, on peut déjà voir dans les théories de l'éducation libérale qui est apparue, on peut dire, dans les années 20 du siècle passé. L'un des représentants éminents de
de la théorie de l'éducation libérale, c'était Bishop avec sa philosophie d'enseignement qui voulait que les étudiants apprennent diverses disciplines et non seulement une discipline, d'où est l'apparition des classes de Émile, par exemple, en Lituanie. Une autre approche qui critique bien les méthodes classiques, c'est celle de la pédagogie constructiviste qui est apparue tout d'abord en Allemagne et leur base théorique, c'était Piaget qui est parti de l'idée que les connaissances ne sont pas spécialement une copie de la réalité, mais c'est un modèle qui s'attache à étudier les mécanismes et les processus pour construire finalement ce modèle. Finalement, l'apprentissage collaboratif qui est de plus en plus populaire aujourd'hui, qui consiste à se baser sur la collaboration entre les apprenants, tout d'abord eux-mêmes, entre eux, et ensuite les apprenants entre eux et aussi les apprenants ou un apprenant. D'où on a l'apparition de TICE, c'est-à-dire des technologies, de l'informatique et de la communication pour l'éducation. Nous, vous et moi, on assiste maintenant à cette collaboration, à cet apprentissage collaboratif très massivement à cause du coronavirus, parce que l'apprentissage à distance, c'est aussi l'un des exemples de l'apprentissage collaboratif. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous utilisez pendant vos leçons, vos cours? Bon, je continue ma connaissance et si vous voulez, je voudrais que vous disiez quelques mots. Qu'est-ce que vous pratiquez pendant vos cours, vos leçons? Je vois Inga que je connais, mais Inga, peut-être pourriez-vous dire quelques mots. Qu'est-ce que vous utilisez pendant vos cours à l'université et qu'est-ce que vous en pensez? Bon, Inga ne veut pas parler, elle a disparu un petit peu. Tadeusz, peut-être vous? À tous, je voudrais dire que pour moi, c'est très difficile de travailler en distance parce que j'ai seulement un cours par semaine. Je travaille dans une école russe, lycée russe. Et voilà pourquoi c'est un grand problème. Étudier à lire, je ne comprends pas comment on peut étudier à lire les apprenants. Et nous, qu'est-ce que j'utilise? Différents sites français, par exemple, mon ami ou bien quoi, c'est très difficile. Je ne sais pas, peut-être c'est mon opinion, mais pour moi, c'est plus mieux travailler dans la classe. C'est un problème pour moi. C'est un grand problème. Donc vous préférez plutôt des approches traditionnelles, classiques, comme des leçons? Non, peut-être des approches classiques. Par exemple, hier, j'ai assisté à la conférence Les jeunes, la langue des jeunes, oui, mais parler bien vu, etc. Il faut parler bien déjà français pour utiliser le lexique. Pour moi, c'est mieux comme ça. Je dis mon opinion. Et en ayant 1 ou 2 cours par semaine, Miroslav, comprenez-vous comment on peut donner? C'est très difficile. C'est un grand problème. Il y a les élèves motivés, mais dans la classe, il y a par exemple 12 élèves, 2 motivés et tous les autres, et quoi faire, monsieur? Hein? Oui, mais selon ce mémorandum, on est obligé de les faire motiver. Si vous voulez, ça fait partie de notre travail maintenant. Et comment on peut motiver? Il y a seulement 1, 2. Si je vais continuer à travailler avec 2 élèves motivés, qu'est-ce qu'on va faire tous les autres? Qu'est-ce qu'on va faire tous les autres?
D'accord. Oui, Elvira. Eh bien, Oui, merci Tadeusz. Elvira, peut-être vous pouvez répondre à cette une petite reproche de Tadeusz qui trouve que ce travail à distance, surtout quand on n'a que 2 cours par semaine, c'est très difficile de motiver nos apprenants. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense tout à fait à l'envers. Moi, je suis très contente de cet enseignement à distance. Et bien sûr que voilà, l'apprentissage en présentiel, donc, il est mieux, mais d'autre part, il y a des côtés forts. Parce que, voilà, comme ça, ils peuvent rester caméra cachée. Donc, c'est-à-dire, on ne les voit pas, mais ils sont un peu dans comment dire, dans leur chambre, dans leur coin personnel. Ils ne sont pas obligés de montrer leurs émotions, leur visage, etc. Et donc, il n'y a pas de mauvaise mine des autres élèves de classe. Donc, ils se sentent mieux. D'autre part, donc voilà, je suis d'accord qu'avec la lecture, et si les élèves ne savent pas lire, si ce ne sont que les petits débuts, donc c'est assez difficile. Et voilà, faire parler, on pose la question, 2-3 élèves répondent en même temps, et il est difficile de les arrêter de parler et de corriger leurs fautes. D'autre part, donc en classe, tu peux les appeler par leur prénom, donc Tita, Michel, etc. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Là-bas, ils se cachent et se taisent. Silence complet. Donc, il y a des pour et il y a des contre. Donc, mais bien sûr que c'est la plus grande partie du cours, c'est le travail individuel. Que même moi, même pour le moment, j'utilise. Donc, bon, là, je viens de regarder le webinaire donc, sur les outils IT. Sur la digitale, je vais essayer de l'aborder peut-être avec les jeux des différents outils qu'on a présentés. Donc, on va dynamiser le cours. Mais pour le moment, ce n'est pas une catastrophe pour moi. Bien, voilà, ça c'est un côté positif que vous venez de mentionner. Et le côté positif, c'est notre but. Notre but, c'est que nos apprenants réussissent. Donc, selon Jeff Petty, il y a cette étape de la réussite. La première, il faut que l'apprenant croit à l'importance de son apprentissage. S'il n'a pas de cette compréhension dès le début, s'il ne comprend pas pourquoi il doit apprendre une telle matière, dans notre cas, c'est le FLE, c'est très difficile de motiver. Le deuxième côté, la deuxième chose, c'est que l'apprenant, il doit avoir confiance en ses propres forces pour gérer un nouveau matériel. Parce que souvent, on présente, on explique à nos apprenants des choses nouvelles pour eux. Mais ils doivent comprendre qu'ils sont capables de réussir, qu'ils sont capables de comprendre que de suivre ce qu'on explique. Et si au début, ils pensent que c'est trop compliqué, que ça ne fait pas partie de son domaine d'intérêt personnel. Ça, c'est aussi, ça cloche, ça provoque des problèmes. Ensuite, selon Petty,
la troisième chose nécessaire pour la réussite de notre travail, il faut que l'objectif est éducatif, c'est-à-dire l'objectif d'apprendre le français aussi. Au début, on dit que voilà, tu dois atteindre un certain niveau. Il faut que cet objectif soit conçu comme un défi personnel. Il faut trouver des liens entre chacun et aussi il faut trouver des liens avec le groupe. Parce que moi, par exemple, quand je travaille dans le cadre militaire, oui, je pense à chacun personnellement, mais tout d'abord, je pense à la structure militaire qui est bien particulière. Donc, je dois chercher quelques côtés personnels qui pourraient intéresser, qui pourraient participer à cet élèvement de ce défi. La quatrième chose, il faut qu'il y ait le lien entre l'enseignant et l'apprenant. Ce lien peut être varié. S'il voit que l'enseignant, par exemple, comprend un peu le jargon qu'il utilise, ou s'il voit que l'apprenant, que l'étudiant, que l'enseignant, il a des intérêts en commun, donc où on peut parfois jouer, qu'on a des intérêts en commun entre nous, par exemple les ados. Moi, personnellement, je n'ai rien en commun avec les ados. Parce que moi, personnellement, je n'aime pas trop les jeux informatiques. Mais parfois, je dois m'intéresser à ce qui est populaire maintenant parmi les jeunes, qu'ils s'intéressent, par exemple, très, très, très activement maintenant à ce qui se passe sur TikTok. Mais moi, personnellement, je m'en fiche un petit peu de ce qui se passe sur ce type de réseaux sociaux. Une autre chose, un autre côté, c'est que l'andragogue ou pédagogue doit aider quand même à comprendre l'information, surtout en la structurant. Il est obligé non seulement de présenter une nouvelle matière, de nouvelles règles, par exemple, de grammaire, mais il doit aider à structurer toute cette information. Parce que souvent, nos apprenants, ils ne sont pas capables de trouver des liens entre ce qui était avant, ce qui est aujourd'hui et ce qui va après. C'est à nous de créer ces rapports, ces liens, si vous voulez, de donner parfois des tableaux, parce que via les tableaux, ça c'est prouvé par les chercheurs, les apprenants apprennent, retiennent mieux. Une autre chose qu'il faut savoir pour réussir notre travail, c'est que tous les participants doivent comprendre et savoir que l'apprentissage quand même demande un certain temps et qu'il faut réviser des connaissances, surtout quand on parle de la langue française, parce que au début, quand ils s'inscrivent au cours de français, ils pensent que ça c'est comme l'anglais qui est présent partout. Mais il faut bien expliquer dès le début que, heureusement, malheureusement, mais vous devez faire parfois des efforts qui demandent un certain temps, mais qui demandent aussi votre participation. Mais sans oublier toutes ces étapes précédentes mentionnées par Petit. Et la dernière étape, la dernière chose, selon Petit, ce qui est le plus important, c'est de se concentrer plus sur les compétences et aptitudes que sur le contenu de la matière. C'est-à-dire qu'on s'appuie
plus sur le savoir-faire et non sur le savoir lui-même. Qu'on présente notre matière pour que nos apprenants puissent l'utiliser après, qu'ils comprennent l'utilité de notre discipline. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous utilisez? Un peu la même question. Maintenant, permettez-moi à m'adresser à Yolande, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle étape, d'après vous, très présente dans votre travail que vous n'oubliez jamais? Bon, on a une belle tour Eiffel, mais on ne voit pas Yolanta. Peut-être avec qui je n'ai pas encore parlé. Je n'ai pas parlé avec... Je reviens au début. Regina, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que confiance personnelle est très importante, surtout quand on travaille à la distance. Et si les élèves ont confiance, ils travaillent bien. Mais s'ils doutent, le travail ne marche pas bien. Et pour donner plus de confiance, je trouve que c'est très bien travailler en petits groupes, diviser les enfants dans les chambres à distance. Et quand ils travaillent ensemble, vraiment, ils ont le meilleur résultat qu'on travaille individuellement. D'accord. Bien, merci. Donnez-vous peut-être quelques idées, quelques mots d'après vous. Quelle étape est la plus importante pour réussir notre travail de motiver les apprenants? Oui, moi je me sens maintenant comme quand je travaille avec mes élèves pendant les cours, parfois les micros ne marchent pas, les caméras ne fonctionnent pas et ici c'est la même chose. Voilà pour moi et pour mes élèves parce que comme je travaille avec des lycéens, peut-être la première chose et la plus importante pour eux, la compréhension de l'importance de l'apprentissage et la révision aussi. Mais comme Regina a mentionné déjà que la confiance est très importante, oui, je suis d'accord avec elle. Si on n'a pas de confiance en élève et les élèves au prof, ça ne marche pas. Ça cloche comme tu as dit. On espère qu'on travaille bien, mais comme Tadeusz a dit qu'il n'aime pas le travail à distance, moi je l'adore, en présentiel aussi je l'adore aussi, mais à distance je suis très contente, je suis très satisfaite. Je peux faire plus qu'en présentiel parce que j'ai tous les moyens pour faire un bon cours, pour faire des brise-glace, pour faire de trucs très intéressants, de donner des jeux de quelques minutes, de quelques secondes pour motiver les élèves au début du cours. Et quand je travaille en présentiel, je n'ai pas de salle de travail. Je travaille partout dans le lycée. Je n'ai pas de choix. Parfois, je n'arrive pas à mettre mon disque parce que ça ne marche pas. On n'a pas de moyens suffisants. Et ici, chez moi, j'ai tout. Je suis contente et non, je ne veux pas que la quarantaine dure plus longtemps, mais quand même maintenant, je me sens très bien. Voilà. D'accord. Peut-être encore quelqu'un qui peut dire son opinion là-dessus. À votre avis, quelle étape est la plus importante pour motiver nos apprenants, nos étudiants? Je ne sais pas, j'ai oublié avec qui, je n'ai pas encore parlé. Avec Leïma. Leïma n'a rien dit. Oui, Laïma, peut-être vous, oui, allez-y. Leïma, vous avez des idées là-dessus?
Pardon, je n'ai pas branché. Voilà. Et Danoute a dit aussi beaucoup de choses. Moi, d'un côté, je suis contente de l'apprentissage à distance, mais quand même, je dirais que ça perd assez de temps. C'est par exemple quand on est sur Zoom, quand on se rejoint, après ils sortent et c'est ça, on perd un peu de temps, mais quand même, après ça va. Maintenant, chez nous, on a décidé qu'on doit avoir caméra, c'est mieux. Bien sûr, tu vois quand les lycéens travaillent. Ensuite, je dirais quand même c'est plus de travail pour se préparer au cours et en plus pour les évaluer parce qu'ils travaillent et il faut les évaluer. Sinon, ils ne veulent pas travailler parce qu'ils viennent par exemple des autres écoles, de collèges et après ils disent est-ce que ça vous jetez un coup d'œil juste ou vous mettrez la note? Mais bien sûr, si je corrige, je mets la note. Voilà, il y a, mais quand même, c'est très bien. Il faut de l'expérience, il faut de nouveautés, des technologies. Oui. On apprend aussi tout le temps. C'est vrai, nous aussi, on apprend tout le temps. Avant de finir nos 40 minutes à la française, je vous propose de regarder encore une vidéo déjà tournée dans un autre cadre, dans le cadre actuel, celui du travail à distance, et pour vous montrer la présence de toute cette étape qui participe à la réussite de l'apprentissage. Et après, aussi, la même question, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je veux dire mes petites réflexions là-dessus, mais aussi, bien sûr, je voudrais écouter vos retours. Donc, attendez, je vais faire partager avec vous. Donc, cette vidéo, c'est une partie de notre concours organisé au mois de novembre, qui s'appelait Mes premiers pas en français. Donc, je félicite, je salue tout le monde qui ont y participé. J'espère que déjà que on va lancer un autre concours, vous serez encore plus nombreux. Ce nouveau concours concerne la présentation de nos villes, villages lituaniens, mais en français. Maintenant, donc, je vais lancer cette vidéo. Il y avait beaucoup de vidéos, mais moi, je veux ma vidéo. On va faire un petit spectacle. Ce spectacle est lié à l'amélioration de la prononciation de la lettre R. Cette lettre est très importante pour un oiseau qui prononce sans cesse R. Cet oiseau s'appelle un corbeau, n'est-ce pas? Et le corbeau, il dit sans cesse car, car, car. Donc, je demandais à mes apprenants de faire de petits spectacles en se basant sur la fable de La Fontaine, un renard et un corbeau. Qui veut commencer? C'est le groupe de Alina, Ignace, Indré? Dominicas. Dominicas? Oui? Bien. Donc, s'il vous plaît, on vous écoute. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Corbeau, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage.
Et bonjour, monsieur Ducarbo, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage, ça rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix de haut de ce bois. À ce mot, le corbeau ne s'en pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie, et le renard s'en cite et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur, vu tout dépend de celui qui l'écoute, cette leçon vaut bien au fromage sans doute. Le corbeau honteux et confus jura, mais un peu tard, qu'il ne l'y prendrait plus. Les applaudissements! Voilà, donc c'était la vidéo que je voulais présenter dans laquelle vous avez pu voir, vous avez pu assister à la présence de tout d'abord ces 3 étapes très importantes pour chaque apprentissage. Que au début, ils ont lu le texte de La Fontaine, ils ont traduit peut-être, mais ils ont essayé de comprendre de quoi il s'agissait. Après, ils ont fait des associations entre qui peut jouer qui, et voilà le produit, un petit spectacle. Et à mon avis, ce petit spectacle, c'est le résultat d'une bonne motivation des apprenants. Mais, je voudrais dire un petit mais. Ces apprenants, ils apprennent le français à l'Institut. Donc, ils payent l'argent de leur propre poche. Ils ont une motivation intérieure. Ce n'est pas la peine d'expliquer pourquoi il faut apprendre le français, parce qu'ils savent pourquoi ils ont ce but, cet objectif d'apprendre le français. Et avant de terminer nos 40 minutes, je voudrais accentuer vos attentions que la motivation a 2 côtés. Un côté intérieur et un côté extérieur. Souvent, on pense que ce qui est extérieur, c'est plus important. Oui, je pense qu'au début, quand même, les côtés formels comme les notes, je ne sais pas, quand on travaille à l'université, donc la passation ou un échec, ça motive aussi nos apprenants, nos étudiants. Mais le côté le plus important, selon moi, c'est la motivation intérieure. Que si à l'intérieur de chaque de nos apprenants, de nos étudiants, il n'y a pas de cette compréhension, de cette volonté d'apprendre le français, et nous, en tant qu'andragogue ou pédagogue, on doit être déclencheur de cette petite explosion. Et il ne se passe pas tout de suite. On ne sait pas comment ça se passe. Par exemple, l'un des derniers exemples, lors de mon dernier cours, j'avais 15 minutes jusqu'à la fin et je ne savais pas ce que je pouvais faire avec mes élèves officiers. Donc, j'ai décidé de présenter un extrait de film avec Marion Cotillard, La Môme, ou La vie en rose, qui a été traduit en lituanien, La vie en rose. Et j'étais étonné que l'un de mes élèves, qui était normalement passif pendant tous mes cours, il est devenu assez intéressé par le français parce qu'il a entendu d'abord les chansons qu'il avait écoutées avant, mais il ne savait pas leur origine ni un peu l'histoire de ces chansons. Donc, il m'avait demandé, il m'avait posé des questions sur la langue française qu'il n'avait jamais posées auparavant. J'étais très étonné. Cela prouve encore une fois qu'on ne sait pas
d'où vient cet intérêt vers notre matière qu'on adore, j'imagine tous et toutes, qui est très, très, très chère pour nous, pour chacun et pour chacune. Donc, je suis en train de terminer nos 40 minutes à la française. Je voudrais aussi vous demander à poser des questions ou à me demander quelque chose. Non? Pas de questions? Pas de questions. Pas de réflexion? Merci beaucoup, Miroslav. Ça a été un grand plaisir de te revoir. Et de l'entendre aussi. Oui. Bien sûr. Merci, Miroslav, beaucoup, beaucoup. Hier, on a débuté avec notre cycle 40 minutes à la française avec Juliette, le langage des ados. Et nous allons continuer. Attendez le programme du mois de mars. Dès lundi, vous allez l'avoir dans vos emails. Et soyez nombreux, participez partout. Vous avez déjà vu qu'on a un grand programme de Kaunas. On aura beaucoup d'événements pendant le mois de mars à l'occasion de la francophonie. Soyons nombreux, soyons bien portants et à la prochaine. Miroslav, Oui, merci beaucoup encore une fois. Oui, je voudrais remercier Miroslav et Danuta aussi. Tout le monde, je n'ai pas encore terminé. Je demandais si vous avez des questions, mais je n'ai pas encore dit merci, à la prochaine. Donc, une petite surprise. Ah bon? Oui, donc on verra comment vous avez appris. Si vous voulez, c'était une petite leçon, un petit cours. Donc, en guise de la conclusion, j'ai cherché un jeu sur le Kahoot. Est-ce que vous connaissez Kahoot? Oui. Bon, donc, je vous demande de vous joindre sur le Kahoot. Je vais vous dire le chiffre qu'il faut y mettre. Et ça va être au lieu de mes conclusions liées au sujet. Et après, je vais dire au revoir et à la prochaine. Oh là là. Attendez. Donc, tout d'abord, allez vers le Kahoot. Oui, d'accord. Un petit moment. Moi, j'aime bien cette plateforme parce que tout d'abord, c'est très ludique, mais on y trouve des choses intéressantes, utiles, même pour les niveaux supérieurs. Attendez. Donc, le chiffre, c'est 598 47 88. Je répète, 598 47 88. Pour l'instant, je ne vois personne, mais je vais faire partager avec tout le monde. Oui, je vois déjà Nieringa. Attendez. Donc, qui ne connaissent pas les règles, j'explique rapidement. Vous allez voir les questions. Et chez vous, sur vos ordi, vous devez choisir soit la figure, soit la couleur. Et vous allez regarder sur mon écran, vous allez voir les questions. Pour l'instant, je ne vois que Nieringa. Oui, soyez un peu plus nombreux. Sigita. J'attends encore une petite minute, sinon on va lancer parce que bientôt, déjà nos 40 minutes sont bien terminées, mais comme dans des concerts, il y a toujours
le bis. Donc, Dana, oui. Bon, on commence. D'accord? Donc, vous allez voir les questions liées au thème de la motivation. Il n'y a que 10 questions. Donc, comment on peut définir la motivation en tant qu'énergie orientée vers un but, oui ou non? On verra. Oui, 4 vrais. Bien. Donc, vous avez bien appris que ça, c'est une orientation vers le but. Ça, vous avez retenu, vous avez bien compris. Une autre question. Quel mot n'est pas nécessairement lié à la définition de la motivation? Ce qui n'est pas le synonyme. C'est bien le choix, la facilité, l'engagement ou la persévérance. Est-ce que vous avez retenu? Est-ce que vous avez remarqué la chose dont je n'ai pas parlé? Donc, vous vous êtes partagé. Quelqu'un a donné la réponse envers la personne. Mais j'avais dit que les apprenants doivent comprendre que c'est pas trop facile d'apprendre le français. Donc, ils doivent être quand même un petit peu entêtés et persévérants. Par contre, je n'ai pas parlé qu'ils doivent penser que c'est très facile. Non, donc la facilité n'est pas du tout liée à la motivation. Oui, la troisième question. Laquelle de ces perceptions n'influence pas directement la motivation d'une personne? La perception de la valeur de l'activité, la perception du contrôle sur le déroulement de l'activité, la perception de sa compétence pour accomplir l'activité ou la perception de la réussite de l'activité par les autres. Seulement une personne qui a donné une réponse. La bonne réponse, c'était la perception de la réussite. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre qu'ils peuvent réussir, que tout est possible. Voilà. La question suivante, numéro 4. Un bon exemple qui démontre que l'on est capable d'établir ses priorités. C'est, oui, vous êtes déjà adulte, vous pouvez lire vous-même. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Voilà, donc la bonne réponse était demander des explications à ces professeurs, parce que on doit structurer, on doit guider, mais on doit aussi répondre aux questions de nos apprenants. Oui, on vient de changer le leader. C'est Neringa qui est maintenant en première position, Sigita en deuxième, et Vedana, troisième, quatrième, mais nul et perdu, parce qu'on n'est qu'au milieu des questions, donc nul et perdu. Bon, vous lisez toutes et tous les questions et les réponses, et après, je fais quelques petits commentaires. Raccourci, c'est-à-dire un petit chemin. La bonne réponse, le petit chemin, ce n'est pas qu'on remet à son prof un travail fait par un autre étudiant. Ce n'est pas un parcours le plus court. Oui, ça peut paraître assez court, mais pour la motivation, ça ne donne rien pour motiver nos apprenants. Bon. Toujours Nyenga, première position. La question numéro 6. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Oui, presque tout le monde a bien compris que c'est faux. Il ne doit pas surévaluer. Il doit être bien conscient de réussir, mais pas être un peu narcissiste. Il doit bien évaluer ses capacités, pas surévaluer. Bon. La question numéro... Je suis un peu rapide, je suis désolé, on n'a pas vu que, il me semble, le leader a changé. Oui, tout le monde a bien compris que c'est une source de la motivation. Et on voit qui est maintenant en première position. Ah, quand même. Nielga toujours première, Sigita deuxième, Danout est troisième, V est quatrième, et c'est la question numéro 8, c'est pas la dernière. Donc tout est possible. Voilà, ça c'est le contraire de la motivation. Qu'est-ce qui démotive nos apprenants? Moi, personnellement, je dirais tout. Je choisirais tout. Oui, mais la bonne réponse, selon la personne qui a fait ces questions, c'est la confiance en soi. C'est ça. Ce n'est pas un indicateur de motivation. Bon, et l'avant-dernière question. Oui, toujours. Le contraire de la motivation, c'est quoi? Oui, tout le monde a bien compris, même si je n'ai pas parlé que pour bien motiver nos apprenants, oui, c'est pas bien d'avoir ce mode de cours, mais quand on a des cours chaque jour aussi, ça démotive nos apprenants. Oui, ils doivent comprendre ce qu'ils doivent apprendre. Aussi, je n'ai pas parlé des récompenses parce que pour la plupart d'entre nous, ça paraît évident, mais il ne faut pas trop qu'on récompense à chaque fois. Quand même, il faut bien doser ces récompenses. Que si après chaque petite réussite, ils reçoivent un petit cadeau, une petite récompense, c'est pas bien non plus. Ils s'habituent et après, ils ne sont pas du tout motivés grâce à ces petites récompenses. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut de temps en temps les récompenser. Par exemple, la participation au concours, il faut les récompenser pour une telle chose, une telle tas de choses. Et la dernière question. Voilà, bien sûr que ça c'est faux, c'est le contraire de la motivation, c'est-à-dire on voit des limites, on pense que c'est inutile. Bon, et on va voir qui a gagné. La première position, troisième, pardon. Deuxième, Neringa. Et la première, c'est Sigita. Et les applaudissements. Les applaudissements à tout le monde, à Sigita en premier, puis à d'autres participants aussi. Oui, bravo, c'est ça. Maintenant, je voudrais dire à tout le monde merci et je voudrais vous
envoyer un petit questionnaire et soyez gentils de répondre à ces questions liées à ce séminaire qui vont me permettre de faire un petit article aussi sur ce qu'on vient de faire. Attendez. Attendez, ah oui, je cherche cette... aussi, je voudrais écouter, qu'est-ce que vous en pensez, ces 40 minutes à la française? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est utile, c'est intéressant? C'est utile, c'est intéressant, bien sûr, merci. Oui, aussi proposer vos thèmes, vos sujets à discuter, à analyser. Que cela ne soit pas toujours les mêmes personnes qui j'ai des difficultés, à vrai dire, d'ouvrir. Bon, je vais noter vos noms, vos prénoms en faisant une petite photo et j'ai une vidéo, donc je notais et je suis d'avance reconnaissance à vos retours, à vos réponses à ce questionnaire qui va me aider à faire un petit article, un petit compte rendu. Est-ce que tu vas nous envoyer par mail, Miroslav? Oui, je vais vous envoyer dans ce cas par mail, d'accord? D'accord, merci. D'accord. Bon, encore une fois, merci. Ačiū visiems už dėmesį. Būkime visi sveiki pirmiausia, bet ir kartu, nes kartu mes jėga galime nugalėti visas priešingas jėgas ir būtent masyvų buvimą anglų kalbos. Va, dirbu dabar karo akademijoje, tai anglų. O kur prancūzų? Kur kitas požiūris į pasaulį? Kur kitoks trupučiuką mąstymas? Kitoks žmogaus savybių parodymas ir taip toliau. Tai nepamirškim, kad nauja kalba tai naujas mūsų asmenybės kažkoks tai buvimas. Donc, et aussi, n'oublions pas que le mois de mars, c'est le mois francophone. Donc, soyons ensemble, mais soyons aussi actifs. Et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Oui, bonsoir. Excellențe concert în Cultura Centră. Oui, joyeux concert à vous. Très bien.